Prête pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Corinne Lepage. Bonjour. Bonjour, Ravi de vous accueillir. très heureuse d'être là. Avocate en droit de l'environnement, ancienne ministre, évidemment. Vous avez publié au printemps dernier Crédit et marché carbone, risques ou solutions aux éditions L'Ami Liaison. Et on y consacrera évidemment un chapitre important de ce grand entretien. Un mot quand même de ce climat d'incertitude politique et budgétaire qui règne en France depuis des mois. Quelles conséquences ça a? Est-ce que vous avez l'impression que l'environnement est le grand sacrifié de l'incertitude politique? Alors oui, mais au-delà de ça, je dirais qu'on est tous les sacrifiés de cette incertitude politique. Moi, ce qui me frappe, c'est l'atonie de l'économie. Moi, je veux bien Mmh. qu'on nous annonce un taux de croissance de 0,9%. Je Mmh. voudrais bien savoir où il est, peut-être dans les industries de défense, mais pour le reste, je travaille quand même beaucoup avec le monde économique, en Mmh. particulier celui de l'énergie. Très franchement, c'est une catastrophe absolue. Mmh. C'est-à-dire que les entreprises licencient, n'ont pas de vision, on n'a pas de PPE, on n'a rien du tout. Et ce qui est vrai dans ce secteur est vrai dans beaucoup d'autres secteurs. Alors, en plus de cela, s'ajoute ce phénomène de backlash auquel vous Mmh. faisiez allusion il y a un instant, qui, à mon sens, nous fait reculer gravement, non seulement pour des raisons écologiques évidentes, mais même pour des raisons économiques. C'est-à-dire que, nous avions déjà du mal en Europe à aligner, nos industries, nos activités économiques sur nos ambitions environnementales. Mmh. Là, maintenant, on casse ces ambitions environnementales, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait des efforts, je pense en particulier à une partie de l'automobile, Mmh. puisqu'on a beaucoup parlé de ça, il n'y a pas longtemps, se retrouvent, quelque part gros gens comme devant. Ceux qui ont fait des Ceux qui ont fait des investissements, efforts, à quoi ça ça sert? sert à rien. Ouais, bien sûr. Les autres disent: vous pouvez toujours courir parce Mmh. que nous, on va pas investir en ces périodes». Et donc, au lieu de regarder vers la Chine qui est en train de tailler des croupières à tout point de vue, on regarde vers les États-Unis, qui reviennent en arrière de 30 ans. Alors, je veux dire que tout ça est extrêmement préoccupant, au-delà même, de convictions Ouais. environnementales. On y reviendra en détail sur ce retour de bâton et puis sur les conséquences vraiment en matière réglementaire au niveau européen. Mais alors, on va effectivement se concentrer un peu sur les stratégies énergétiques. Alors, la France a enfin publié, c'était mi-décembre, la stratégie nationale bas carbone avec plusieurs années de retard. 2 ans, un peu plus de 2 Bon, ans de retard. votre avis déjà, votre Bah, avis général sur cette stratégie? si vous voulez, moi, je me suis beaucoup occupée de ce sujet parce que j'avais initié devant le Conseil d'État l'affaire Grande-Synthe, Mmh. qui a donné lieu à la première condamnation, enfin, il y en a eu 3, en Ouais. réalité, du gouvernement pour qu'il suive sa trajectoire. Je viens de relancer une nouvelle procédure pour l'association APE parce que, évidemment, la trajectoire a changé puisque Mmh. maintenant nous avons les objectifs qui sont passés de 40 à 55% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre Mmh. pour 2030 et on n'y est évidemment pas du tout. On en est très loin, ouais. Alors la SNBC 3 annonce 5% de réduction par an. Moi je veux bien, on a fait un 8 cette année. D'accord. On est Ok. plutôt en train On est en train de dégringoler. Oui, c'est on faisait quoi? On a fait On 4, on on avait a fait fait 4? 4-8 Oui, c'est l'année ça. Ouais, précédente, c'est donc ça. c'était plutôt pas mal. Ouais. Et là, on a dégringolé et je vois pas qu'on dégringole pas encore un peu plus. Donc tout ça reste totalement théorique parce que dans le même temps, il y a des incertitudes sur MaPrimeRénov', il y a des Mmh. incertitudes sur les C2E, il y en a qui veulent mettre un terme à l'ADEME. Je veux dire que c'est la foire du grand n'importe quoi. Ouais. Donc les objectifs sont illusoires. C'est quoi? C'est un manque de moyens? Enfin, de volonté politique et donc de moyens, Je d'une pense que certaine façon? c'est l'un et l'autre. Alors, c'est vrai que la France est dans une situation budgétaire Ouais. calamiteuse, ça, tout le monde en est bien conscient, ça, c'est une réalité. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de volonté politique, mais il n'y a pas de volonté politique tout court. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être en face d'une politique du chien crevé au fil de l'eau, Mmh. où on a un Premier ministre qui a des qualités. D'abord, c'est courageux d'accepter d'être Premier ministre de la France en ce moment. Mmh. Franchement, on peut le remercier parce que c'est pas un cadeau. Mais en dehors de ça, il a des pressions de la droite et de l'extrême droite qui l'empêchent d'avancer, notamment c'est pour la PPE, c'est une évidence. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ces questions environnementales, qui devraient être des questions assez consensuelles en réalité, parce que c'est vraiment l'intérêt général de nos générations et surtout de celles qui viennent. C'est les conditions de notre développement économique, c'est les conditions de notre vie tout court.
donc on devrait arriver à trouver des consensus, devient un sujet totalement idéologique. Et polarisant, hein. C'est vraiment Totalement. devenu un... Et plus il est idéologique, et moins on le traite. Donc je veux dire, pour moi, c'est catastrophique, et la faute en revient bien sûr à l'extrême droite, mais pas que. Je veux dire par là que les positions des écologistes, Marine Tourdelier en tête, mettant en avant des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec les sujets environnementaux, détournent en réalité toute une partie de l'électorat l'électorat, c'est pas très grave, ils n'ont pas de voix, tant pis, mais donne une connotation extrêmement marquée sur le plan politique aux questions environnementales, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et ça, pour moi, c'est vraiment catastrophique. Alors, et ça se concrétise notamment dans cette PPE dont vous parliez, loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, alors qu'on attend là aussi, c'est l'Arlésienne, ça fait combien d'années que... 2 ans et demi, comme la SNBC 3, avec quand même un vrai sujet, puisque la France veut relancer le nucléaire, sauf qu'il n'y a pas de bol, c'est que dans la PPE 2, donc la précédente, qui est toujours en vigueur, on devait fermer, je ne sais combien... On était sur la logique précédente. 15 réacteurs. Donc, et là, on veut en construire, avec en difficulté un très grand coût, 6 de mieux. Au moins 6 nouveaux, effectivement. Et pour le secteur des énergies renouvelables, quelles conséquences ça a de ne pas avoir cette vision d'avenir ? Alors, je dirais que, pour moi, il y a 2 sujets. Il y a d'abord le sujet qui est purement celui d'ordre économique, côté producteur, côté offre. Le fait est que la plupart des projets sont à l'arrêt parce que les gens ne savent... Alors, si on parle de projets individuels, locaux, d'autoconsommation collective, qui est quand même quelque chose de très important, qui a beaucoup d'avantages, de sociétés locales d'énergie, tout ça... comme les règles du jeu, les règles fiscales, les règles de subvention changent tous les matins et que toutes les semaines, on a un député ou un sénateur qui arrive en disant il faut mettre un moratoire sur le renouvelable, il faut plus les aider, il faut plus rien faire, c'est pas très engageant. Quant aux projets les plus importants, ils se heurtent à beaucoup de difficultés réglementaires parce qu'on a une loi d'accélération, mais qui est plutôt une loi de désaccélération, à mon sens, c'est-à-dire qui bloque tout. Et donc, mener à bien un projet aujourd'hui en France, nous on accompagne énormément de sociétés, notamment dans le PV, dans le photovoltaïque ou dans l'agrivoltaïsme, c'est franchement le parcours du combattant. Vous ajoutez à cela Enedis qui émet du sien et qui ne raccorde pas, ou qui dit je vous raccorderai dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui bloque les projets des collectivités territoriales. J'ai au moins 2 exemples sous les yeux. Les projets des collectivités territoriales en disant non, pas de chance, on a réservé l'accès à d'autres projets, donc vos projets, vous attendrez pour les faire. Ce n'est pas tolérable. Ça, c'est du côté de l'offre, si je puis dire. Et il y a le côté de la demande. Côté de la demande, personne ne se pose trop la question de la position de l'utilisateur. C'est pour ça que j'ai contribué à créer une association qui s'appelle Futur, Fédération des utilisateurs d'énergie renouvelable. Parce que le point de vue des utilisateurs, il est quand même très intéressant. Et de pouvoir se dire qu'on souhaite avoir une électricité la moins chère possible et la plus décarbonée possible, c'est quand même intéressant. Or, pour le moment, l'électricité n'est pas très chère en France. Le prix de gros de l'électricité n'est pas cher. Sauf que ça va changer. Ça va changer parce que l'orientation que nous prenons va faire que c'est l'usager et le contribuable qui vont payer. Un mégawattheure nucléaire à 100 euros, comme on veut nous le vendre, qui va en revenir à 150. Les 50 euros de différence vont être payés par qui ? Par vous et moi, par le contribuable. Et 100 euros, c'est beaucoup plus cher que ce que vous allez acheter dans quelques années, votre mégawattheure renouvelable avec la petite batterie qui va bien. Donc, on va vous obliger à payer, en fait, comme usager et comme contribuable, un choix énergétique qui, sur le plan de la souveraineté, on peut tout à fait défendre le sujet, mais sur le plan économique et financier, ça ne tient pas la route un quart de seconde. Alors, on va parler des crédits carbone dans un instant, du marché de ces crédits carbone, mais je voudrais d'abord qu'on se pose pour faire un peu le bilan des accords de Paris. On a fêté le 12 décembre les 10 ans de l'accord de Paris, et justement, celui qui était à votre place la semaine dernière, Frédéric Pasture, le directeur général de Columbus Café, a une question à ce sujet. Bonjour Corinne Lepage, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, on est en train de fêter les 10 ans des accords de Paris.
qui avait lancé une vraie dynamique à cette époque, voilà, sur tout ce que ça peut représenter en termes d'engagement de RSE, de faire évoluer les choses pour protéger notre planète. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette dynamique s'affaiblit, en tout cas s'essouffle. Donc je voulais savoir comment vous voyez les choses, comment cette dynamique pourrait être relancée aujourd'hui avec le contexte qu'on connaît et tout ce qui a été fait depuis 10 ans. Merci pour cette question. C'est dommage, j'ai pas amené ma baguette magique. Bon, d'abord, je pense qu'il y a différents sujets. Le sujet des COP, incontestablement, ça fait 3 COP que ça marche pas. Ouais. Regardons les choses en face. C'était pas déjà génial avant. Et très souvent, pour avoir participé personnellement à une dizaine de COP, je me suis dit, dans certaines d'entre elles, pas celle de Paris par exemple, sûr, mais d'autres, qu'on avait le toute petite avancée suffisante pour en faire une nouvelle. Sinon, il n'y aurait pas une nouvelle COP parce que c'était bloqué. Bon. En même temps, c'est un des rares lieux où il y a un multilatéralisme qui fonctionne encore. C'est un moment où on fait des états des lieux qui rappellent quand même un certain nombre d'évidences que certains ont tendance à oublier. Donc, moi, je suis pour maintenir ces COP, mais je pense que ce qui a été envisagé au Brésil, c'est-à-dire d'avoir en fait des COP à géométrie variable, c'est-à-dire des gens qui sont plus engagés que d'autres et qui tirent, c'est pas mal, c'est ce qu'on fait en Europe. En Europe, l'euro, c'est pas pour tout le monde, c'est ceux qui ont voulu le faire. Mais je pense qu'il faut aller dans cette direction. Ça, c'est le niveau multilatéral. Ensuite, il y a le niveau des entreprises. Alors, les entreprises, évidemment, il y a des attitudes très variées. Bon, les entreprises liées au fossile, c'est une catastrophe parce qu'ils continuent à investir beaucoup plus dans le fossile que dans le renouvelable. Et ils ont même détérioré leurs objectifs, que ce soit Shell ou Total, par rapport à ce qui était initialement prévu. Par contre, dans le monde économique de manière plus large, je trouve, même si, bien sûr, je suis très près la CSRD on va en parler et tout cela, de ce bilan extra-financier, bien sûr. Bien sûr, je trouve quand même que dans le monde économique, ces questions-là ont pris vraiment de l'ampleur. Il n'y a pas vraiment une entreprise aujourd'hui qui ne se pose pas la question de savoir ce que le climat va faire pour elle, même si c'est une petite entreprise. Et puis, il y a le niveau du public. Et même si les Français ont des difficultés, même si les Européens ont des difficultés économiques, la préoccupation climatique est devenue quelque chose de tout à fait majeur. Oui, mais elle ne se transforme pas en bulletin de vote. C'est ce qu'on a vu aux élections européennes. Non, elle ne se transforme pas au bulletin de vote. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres préoccupations liées à la sécurité individuelle des gens, liées à la géopolitique, liées aux menaces de la Russie, liées à la cybercriminalité, liées au narcotrafic. Tout ça tourne autour de la sécurité qui, pour les gens, est vraiment extrêmement préoccupante et on peut tout à fait le comprendre. Sauf qu'il ne faut pas perdre de vue que les sujets dont nous parlons sont aussi des sujets de sécurité. Ce sont des sujets de sécurité, d'abord de vie, parce que vous risquez un éboulement, une inondation, tout ce que vous voudrez, mettant votre vie en péril. Des sujets de santé publique, vous avez entièrement raison, et des sujets de modèle de développement économique. Le rapport de Davos l'année dernière, 2025, je n'ai pas encore vu celui de 26, c'est pas sorti, mettait en 2035 parmi les 4 premiers risques la catastrophe climatique, la pénurie de ressources, qui était le numéro 2, la pollution chimique, qui était le numéro 3, et le 4e, l'effondrement d'un écosystème. Et le 5e, c'était la désinformation. Voilà, c'est qui est le premier cette année. Donc voilà, quand on se projette un peu, on se rend bien compte que c'est vraiment une question de sécurité première. Mais c'est vrai que dans les difficultés quotidiennes que rencontrent nos concitoyens, cela apparaît moins. Et puis, il faut rendre les choses possibles. Elles ne le sont pas toujours. Alors, sur le climat géopolitique, vous disiez il y a quelques mois, on va relire cette phrase, je n'ai pas le luxe de la désespérance. Non. J'aime beaucoup cette formule. Mais quand vous entendez Donald Trump à la tribune des Nations Unies dire le réchauffement, c'est l'arnaque du siècle, est-ce que vous n'avez pas quand même un peu de désespérance ? Je pense qu'on ne peut pas avoir ce luxe-là. Ce type est un danger pour l'humanité. Je crois que je le dis très clairement. Il y a des choses qu'il fait qui peuvent être pas mal, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, à mes yeux, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, les Américains ont le point de vue qui est le leur et que je respecte. Et évidemment, c'est la démocratie. Ils l'ont élu 2 fois et la démocratie. Encore plus mais je me dis que c'est un très mauvais moment à passer. Mais que l'histoire est faite
de mouvement pendulaire Mmh. et que si effectivement le mouvement woke est allé à de telles extrémités Mmh. que je comprends qu'on se révolte contre cela, et ça nous entraîne à des excès majeurs comme ceux de Trump, on va revenir à autre chose. Alors on aura perdu beaucoup de temps, Mmh. on aura perdu beaucoup d'argent, peut-être un certain nombre de gens, mais on reviendra à quelque chose de plus central pour une raison simple, c'est que les faits sont têtus. Et que c'est pas parce que Trump dit que le dérèglement climatique est un canular que le dérèglement climatique ne continue pas à produire ses effets. Évidemment. C'est tout. Mmh. On va parler de la question du carbone, effectivement, puisque vous avez publié au printemps ce livre Crédit et marché carbone, risque ou solution. C'est édité chez l'AMI Liaison. Qu'est-ce que vous répondez, tiens, finalement? C'est plus une solution qu'un risque, après avoir étudié précisément Oui, alors, l'état de ce marché? D'abord, ce livre vient d'être traduit en anglais, pour ceux qui ont envie de l'avoir en anglais. Euh, c'est incontestablement des risques. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a eu des crédits fantômes Ouais. en quantité, parce que tous ces nouveaux marchés, pour les margoulins, c'est un lieu absolument génial, parce que le marché, je ne parle pas des marchés étatiques, c'est-à-dire l'échange de quotas d'émissions qui est très régulé, où il n'y a en principe pas de problème. Mais les marchés volontaires, c'était quand même assez peu de choses. Et c'est en train de changer. Pourquoi? Parce que les accords de Paris, dont on a parlé tout à l'heure, ont justement prévu une disposition, qui est l'article 6, qui organise des marchés carbone au niveau onusien, au niveau planétaire, et que progressivement, on s'est mis d'accord sur un encadrement assez complet de ce système, et donc ça va devenir quelque chose de très important. Donc les risques, oui, mais là aussi, je crois qu'il n'y a pas le choix. Pourquoi On ne peut pas se passer de ce levier, Non, quoi. et c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix? Parce que pour plusieurs raisons. La première, il faut se souvenir, quand on parle de neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on n'émettra plus une tonne de carbone en 2050. Ben oui, il faut quand même rappeler cette évidence. Ça veut dire que chaque tonne devrait être compensée. Oui. Comment? Alors, Mère Nature est très généreuse et nous a donné des moyens de compenser, qui s'appellent la mer, le sol et la forêt. Sauf que, pas de bol, depuis une dizaine d'années, ces puits de carbone, c'est comme ça que ça s'appelle, se détériorent à une vitesse accélérée, à telle enseigne que certaines forêts deviennent aujourd'hui émettrices de gaz à effet de serre et non plus captatrices de gaz à effet de serre. Donc, si on ne veut pas doubler les efforts à faire, il faut bien trouver des moyens de renforcer ces puits de carbone. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a des déséquilibres considérables entre le Nord et le Sud, et qu'un des moyens pour le Sud de faire les efforts qu'on lui demande, et qui évidemment ne peuvent pas du tout être les mêmes que les nôtres, c'est précisément d'utiliser au mieux des ressources naturelles extraordinaires qu'ils ont, qu'il s'agisse des forêts, qu'il s'agisse des mangroves. 1 hectare de mangrove, c'est 4 hectares de forêt, en termes de capteurs de carbone. Donc, de les aider à renforcer tout ce système qui va bénéficier à tout le monde. Et ça s'appelle des crédits carbone. Et puis, il y a les évolutions technologiques, certaines un peu, à mon avis, extrêmement dangereuses, style de ce qu'on appelle la géo-ingénierie, qui consiste à aller ensemencer les nuages et je ne sais quoi, qui sont irréversibles. C'est-à-dire que si on fait une ânerie, c'est pour nous. On ne saura pas revenir en arrière. Par contre, il y a des systèmes technologiques de capture du carbone et de stockage en souterrain du carbone ou de stockage dans des produits qui se développent, qui sont coûteux, mais qui, à condition d'être encadrés et ne jamais se substituer à l'atténuation, permettent à des industries qui sont très énergivores, je pense à l'acier, je pense à l'automobile, je pense à l'aluminium, etc., qui permettent de compenser les émissions qu'ils ne pourront pas éviter, parce qu'ils ne pourront pas les éviter. Alors là aussi, il ne faut pas trop se bercer d'illusions, et on revient à la question des risques. C'est que les évaluations qui ont été faites des capacités planétaires de stockage en souterrain de ce carbone apparaissent quand même très, très, très surévaluées. Mais enfin, elles existent. Et donc, on ne peut pas s'en passer. Et je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Mais ce qu'il faut, c'est être extrêmement regardant et contrôlant sur tous ces systèmes. Alors, on parle d'Europe, là. Il nous reste 6 minutes, on va ouvrir le chapitre européen. Puis ensuite, on parlera du droit de l'environnement, tiens, et de votre métier d'avocate. Sur le retour en arrière, on ne peut pas employer un autre terme,
sur notamment le bilan extra-financier, la CSRD, cette loi omnibus qui a été votée à la fin de l'année 2025. Alors, on peut le lire de deux façons. On peut se dire, c'est le résultat des élections européennes, finalement. Les listes qui portaient une ambition environnementale ont perdu, donc c'est logique ce qui est en train de se passer. Ou alors, on peut l'analyser, vous avez commencé à le dire tout à l'heure en parlant de la Chine, comme une espèce de contresens historique de prendre ce virage aujourd'hui. Alors moi je pense que c'est un contresens historique, mais qui s'explique précisément par l'idéologisation du sujet environnemental, ce qui ne doit pas être le cas, mais c'est le cas. Et si on a un si mauvais texte sur la CS3D, la CSRD, je rappelle CS3D c'est la vigilance. C'est la vigilance, c'est le devoir de vigilance. CSRD a été très abîmé, mais moins que CS3D, qui est vraiment réduit à sa plus simple expression. Oui, parce qu'il y avait une logique, pardon de vous interrompre, mais dans la CS3D, dans le devoir de vigilance, il y avait une logique d'extraterritorialité qui était quand même très intéressante. Très important. Qui permettait d'avoir un levier d'efficacité important. À force de céder à tout ce que M. Trump demande à Mme von der Leyen, on arrive à cela, et à une alliance contre nature PPE extrême droite, qui fait que c'est ce texte-là qui a été voté. Donc ce qui est très dommage, c'est que la précédente législature était arrivée à quelque chose de très cohérent dans le pacte vert. Que ce soit la taxonomie, que ce soit CSRD, que ce soit CS3D, que ce soit toutes les lois qui ont été votées. Et c'est tout ça qui est progressivement démonté. C'est-à-dire qu'on va perdre 10 ans ou 15 ans. C'est extrêmement dommageable. Alors moi, je fais partie des gens qui sont pleins d'espoir, puisque j'ai suivi la formation pour être auditeur de durabilité, et que si la H2A veut bien, à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, le cabinet sera un des 2 cabinets d'avocats français à être auditeur, organisme tiers indépendant et auditeur de durabilité. Ça veut dire qu'on y croit. Oui. Mais très franchement, ça ne va pas dans ce sens-là. Mais je reviens au bilan extra-financier, puisque si ça ne bouge pas, ça va être réservé aux très très grandes entreprises. Mais d'une certaine façon, les très très grandes entreprises, les grands comptes, elles ont des sous-traitants et par capillarité, ça va arriver jusqu'au PME. Donc, vous avez raison, et vous avez d'autant plus raison que, je vais m'expliquer dans un instant, vous avez raison sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Oui. C'est-à-dire que les très grandes entreprises vont demander à leurs sous-traitants de leur certifier un certain nombre de choses autour du carbone, autour des droits humains, autour d'un certain nombre de points de l'eau, par exemple, qui est un sujet de plus en plus important, ou de la matière première. Mais à cela s'ajoute le fait que l'Europe a mis au point un système qui s'appelle le VSME, qui est un système d'audit volontaire à destination des PME, qui, à mon avis, va connaître un grand succès. D'abord, c'est volontaire, donc c'est très malléable. Ensuite, les données, vous pouvez commencer à faire une VSME avec une douzaine de données, contre 300 ESRS, et on vient de 1500. Bon, on est à 300, là c'est une dizaine ou une quinzaine. Alors certains disent, c'est nul, c'est beaucoup trop faible. Écoutez, c'est déjà ça. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Et donc ça, et donc c'est volontaire, et donc des entreprises qui pourront mettre en avant et qui pourront faire cette VSME, et donc répondre aux grandes entreprises qui leur demanderont quelque chose, et d'autre part, aller demander des fonds communautaires, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur ces sujets, en disant, voilà, j'ai fait cet effort-là. Donc moi, je suis assez optimiste sur le fait que ce système-là se développe. Bon. Je termine, avec une citation, elle date de juin 2019, et je veux savoir si vous le diriez encore aujourd'hui. En France, on assiste à une régression continue du droit de l'environnement. Voilà ce que vous disiez au Monde en juin 2019. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? C'est encore pire. C'est encore pire. Oui, on a vraiment, en 10 ans, on a assisté à une déconstruction à l'échelle industrielle du droit de l'environnement français. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait trop de normes, mais oui, etc. C'est ce que j'allais vous dire. Et pourtant, on passe notre temps à dire il y a trop de Alors, vous voyez, la démocratie, environnemental. Ce qu'on appelle la démocratie environnementale est passée à la moulinette, il n'y a plus d'enquête publique. C'est quasiment presque pas. Le champ des études d'impact, c'est considérablement restreint. Les entreprises qui étaient soumises à autorisation ne le sont plus qu'à agrément, celles qui étaient agrément à simple déclaration. Aujourd'hui, sur les méga fermes de milliers de bêtes, on ne veut plus d'autorisation du tout, quasi. Bon. Sur ce qui se passe sur les pesticides et la chimie, c'est une catastrophe absolue. Absolue, mais il n'y a pas que la France, l'Europe aussi est en train de vouloir revenir là-dessus. Pourquoi c'est une catastrophe absolue ? Parce que les
présomption, parce que dans le domaine de la santé environnementale, on n'a jamais de preuve. Vous n'aurez jamais la preuve que le cancer de monsieur Machin est lié à la fumée, à la cigarette qu'il a fumée. C'est impossible de faire la preuve. Par contre, on peut avoir des présomptions très fortes. Voyez-vous, sur le glyphosate, je donne cet exemple-là parce qu'il est parlant. L'étude principale, produite en 2000, qui a servi de base à toutes les autorisations de mise sur le marché, vient d'être rétractée, retirée. Pourquoi ? Parce que l'organisme qui l'a publié s'est rendu compte que c'était Monsanto qui l'avait écrit et pas les auteurs, que le peu que les auteurs avaient écrit, ils avaient été payés par Monsanto pour le faire, que troisièmement, ils n'avaient pas pris en compte les études existantes à la date à laquelle cette étude avait été faite. Et c'est l'étude de base, l'étude de référence pour le glyphosate sur sa cancérogénicité et sa génotoxicité. Voilà. Donc, si vous voulez, quand on est dans un système pareil, on ne s'interroge pas sur le point de savoir pourquoi il y a tant de cancers, tant de maladies dégénératives et tant de gens qui ne sont pas bien aujourd'hui. Merci beaucoup, Corinne Lepage, et à bientôt À sur bientôt. Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Smart Ideas tout de suite.